Salut, c'est Lado Vintage. Dans cette vidéo, on va se retrouver pour la deuxième partie de mon bilan lecture sur ma palle de juin. Donc vous avez eu la première partie il n'y a pas longtemps. Donc de nouveau, je vais vous présenter 5 livres, hein. Il y a un peu de tout, encore une fois. Donc c'est parti. Alors j'ai d'abord lu Debout de Rose McGowan aux éditions HarperCollins Poche. Donc moi j'ai choisi de lire ce livre parce que je suis un fan de Charmed. Et du coup Rose McGowan, c'est l'actrice qui interprétait le rôle de Paige. Et je sais que ce livre a beaucoup fait parler de lui quand il est sorti. Et j'étais assez intrigué de découvrir la personne derrière justement son personnage de Paige, qui est vraiment aux antipodes. Donc ça pas vraiment une critique parce que c'est quand même une biographie, donc il n'y a pas à critiquer de toute façon. Donc niveau résumé de livre, hein, elle va commencer en racontant déjà son enfance jusqu'à nos jours, je sais plus, jusqu'à... Bon, c'est paru en 2018, donc jusqu'à... Ouais, ça doit être ça, dans les deux années 2017-2018. À travers ce roman, donc Rose McGowan, elle va revenir sur son enfance qui a été très 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 compliquée. Franchement, chapeau à elle parce que ça n'a vraiment pas été facile pour elle. C'est un livre assez dur, hein, d'ailleurs, hein. C'est, on est loin des petites fées et puis de la magie de l'univers de Charmed, hein. Donc elle va nous raconter que depuis toute petite, elle est un peu incriminée d'être une femme. Voilà, t'es coupable d'office, t'es victimisée, t'es... Donc il y a vraiment une portée très forte féministe à travers cette histoire, donc à travers son histoire. Elle va également, parce qu'elle est née quand même, pour vous donner une idée du début, elle est quand même née dans une secte. Ses parents étaient dans une secte, elle est née dans une secte qui était assez vicieuse, glauque, enfin tout ce que vous vouliez, c'était vraiment, pour commencer sa vie, c'est vraiment pas le bon équilibre. Donc du coup en grandissant, elle a commencé à faire plein de conneries et en fait ça se comprend complètement. Elle était complètement perdue, elle savait pas ce que c'était l'attention, que les gens fassent le don d'eux-mêmes vers les autres, enfin elle cherchait un équilibre et au final à chaque fois qu'elle trouvait quelqu'un vers qui elle avait envie de donner un peu sa confiance et tout ça, elle tombait en fait sur une réplique de son père, hein. Mais c'était normal dans son parcours, hein, vu que psychologiquement elle se tournait vers des gens sur quoi elle était... elle avait vécu quelque part. Donc elle a vécu un passé très dur. Ensuite, elle a connu le cinéma. Elle est tombée dedans un peu par hasard. Et là aussi, elle a connu la même chose parce qu'elle compare vraiment la secte qu'elle a connue quand elle était enfant à Hollywood. Pour elle, c'est aussi une secte. Elle explique tous les mécanismes qu'il y a derrière parce que c'est vrai que moi-même, je le vois à Hollywood. On voit ça avec des paillettes, avec les tapis rouges, avec les photographes et tout ça. Mais l'envers du décor, c'est pas du tout la même chose. Donc elle va revenir sur plusieurs drames qu'elle a connus, donc en tant que femme, et bien évidemment sur l'affaire Weinstein. Elle le cite d'ailleurs pas une fois dans le roman, elle ne veut pas lui laisser une place, lui faire de la lumière ou quoi que ce soit. Si vous entendez du bruit, c'est ma chaîne, hein, c'est normal. Du coup, elle a mis très longtemps à se construire. Elle donne, c'est vrai qu'à travers la vision qu'elle donne d'elle enfant en tant que femme, elle la donne aussi à travers la société également dans son ensemble. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est vraiment assez cru et assez hard, donc je vous laisserai par vous-même voir si vous en avez envie. Même si vous n'êtes pas fan de Charm, parce qu'elle le dit elle-même dans le livre, elle sait qu'il y a beaucoup de monde qui va se tourner vers son histoire parce qu'il y a des fans de Charm justement qui veulent chercher quelque chose. Mais même si vous n'y êtes pas du tout, vous pouvez y aller, hein. C'est un récit qui est plein de colère, ce que je comprends totalement. Parce que elle explique aussi, je suis désolé, je suis un peu décousu dans ce que je dis, mais c'est comme ça me revient. Elle explique également ce que c'est le métier d'acteur dans sa globalité, pas forcément chez une femme, puisque chez un homme, chez un acteur, point barre, acteur-actrice, quoi. C'est vraiment loin d'être facile aussi. Elle a vécu des trucs aussi, pareil, assez... on se rend pas compte, en fait, il y a des gens qui sont vraiment... enfin, sous prétexte que c'est un acteur, il doit être à la disponibilité de tout le monde, c'est assez compliqué, il y a un manque de respect, il y a tout un truc aussi derrière qui est assez compliqué. Et elle explique donc Hollywood, c'est un milieu très toxique, mais elle aborde tout ça, qu'elle était un objet et qu'elle, avant tout, elle voulait être une personne. Pas forcément sous un sexe, sous masculin ou féminin. Et forcément, on lui rappelle tout le temps, t'es une femme, donc tu dois faire ci, tu dois faire... Non, non, elle est juste une personne. Que chacun est libre d'être ce qu'il veut. Que la différence, elle prône la différence. C'est bien d'avoir de la diversité, d'être qui on veut être. C'est ce qu'elle explique. Elle a d'ailleurs essayé plusieurs fois de tenter certaines choses.
Et forcément, ça a été mal perçu parce que c'est une femme, donc forcément, on va détourner la chose. Enfin, c'est un livre très dur. C'est un cri, en fait. Elle avait besoin de s'exprimer, de hurler, de ce qui allait pas. Je pense que c'est aussi une thérapie pour elle d'avoir écrit ce livre. Mais il y a quand même une petite note d'espoir parce qu'à la fin du récit, elle nous laisse entendre qu'elle a enfin trouvé sa place. Et franchement, j'étais content pour elle parce que je me suis vraiment attaché à elle. J'avais vraiment envie de l'aider, de lui tendre la main. C'est vraiment une personne atypique, mais dans le bon sens du terme. Et j'espère vraiment que par la suite, ça va aller mieux pour elle et qu'elle va réussir à continuer à trouver sa voie. Mais c'était très très intéressant, très poignant. Désolé, hein, c'est un peu... hein, mais j'espère que vous avez compris. Ensuite, j'ai tué un homme de Charlotte Herly aux éditions Actes Sud Junior. Moi, j'ai lu ce livre parce que je l'avais vu sur la chaîne de Manon de Vibrations Littéraires. Ici, on va aborder la schizophrénie. Donc moi, comme j'ai déjà pu vous le dire, moi, tout ce qui est psychologie, psychiatrie, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, quand Manon a parlé de ce livre-là, parce que Manon est psychiatre justement, donc elle l'a conseillé, je me suis dit c'est banco quoi, parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi, je voudrais pas lire n'importe quoi et me fausser après sur mes jugements en fait. Donc on revient sur la schizophrénie, ce qui est très bien parce que la schizophrénie, on en a quand même une vision assez... comment? Ah, le téléphone. On en a une vision très caricaturale des choses. Je pense que ça a été déformé par le cinéma, par les séries, tout ça. On a une vision un peu très basique, alors que c'est beaucoup plus... comment? Beaucoup plus nuancé que ça. Donc dans ce récit, on va suivre un jeune homme, alors je ne sais plus son prénom. Ça commence d'une façon assez... On commence tout de suite dans le vif du sujet, hein, il y a beaucoup de conversations. Donc dans ce roman, on va suivre un jeune homme qui est à l'hôpital. Et on va suivre plusieurs points de vue, parce que c'est plusieurs points de vue, pardon. Parce que c'est un roman choral, donc on va suivre le patient, on va suivre la mère, on va suivre les amis du patient, on va suivre également le personnel hospitalier. Et à travers cette vision qu'on a des différentes personnes, on va avoir vraiment une vue d'ensemble. Parce que c'est d'abord un patient, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup. Derrière, il faut penser aux proches qui souffrent également, parce que la mère, il y a même le père également qu'on voit un petit peu. Et la mère, elle culpabilise énormément, tout ça, elle se pose des questions. L'histoire, je ne vais pas vraiment la raconter, puisque on commence le livre avec le patient qui se retrouve face à un médecin, je crois que c'est un médecin ou un aide-soignant, je ne sais plus. Bref, avec quelqu'un d'hôpital. Et après, on a la mère qui arrive, qui essaie de savoir ce qui se passe. Et du coup, on est dans leur pensée à chaque fois. Donc, on va avoir la pensée donc, du patient, qui ne comprend pas ce qui se passe, parce que lui, il est malade. Mais lui, quelque part, il subit. Il n'a pas le choix. Il peut pas... Je dirais pas que c'est... Oui, quelque part, c'est la maladie qui parle pour lui. On nous explique la schizophrénie. Je veux pas en parler, parce que j'ai peur de dire quelque chose qu'il ne faut pas. Et j'aimerais pas blesser quelqu'un qui tombe sur cette vidéo et qui a atteint cette maladie-là. Donc, je préfère ne pas en parler. Puis je suis pas du tout apte à en parler parce que je ne suis pas dans ce milieu-là. Donc on a aussi le ressenti de la mère qui culpabilise beaucoup, qui surprotège son enfant, qui ne comprend pas ce qui se passe du tout. On a la mère qui va donc se diriger vers le personnel soignant, parce que la mère est également, elle travaille dans un hôpital également. Donc elle va aller vers ses collègues et elle va leur demander ce qui se passe, mais ses collègues ils essayent de rester assez en retrait, parce que le personnel essaye de soigner au mieux, même s'ils savent derrière que c'est plus grave, mais il faut rassurer aussi l'entourage. C'est assez compliqué. On va avoir aussi la professeure, il y a une des professeurs du coup de l'élève qui va venir, qui va être assez choquée par ce qu'elle voit. Elle va pas tout à fait comprendre. On va aussi avoir le point de vue de ses amis. Donc je vous dis pas pourquoi, mais il y a quelque chose aussi qui se rattache à tout ça. Et les amis ne comprennent pas, il y en a qui disent bah c'est tout, il est fou, puis c'est tout quoi. Enfin, ça se résume pas à ça, faut arrêter. Et je trouve qu'elle s'est amenée d'une très belle façon. Donc si vous n'y connaissez strictement rien sur la schizophrénie, c'est pas grave, allez-y. C'est pas un problème du tout. Moi j'en connais les bases, c'est tout. Vraiment, ça reste assez léger. Et ouais, elle arrive à amener ce truc sans être trop scolaire dans l'écriture, parce qu'elle a une très belle plume. Sans être trop didactique aussi dans la façon d'amener la chose. Vous dire, bah si vous voulez en savoir plus sur la schizophrénie, il faut se comporter comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis le patient, il va avoir tel truc et tel machin et tel bidule. En fait, pas du tout. C'est vraiment, faut se laisser porter par le récit, et là on va avoir une vision vraiment globale de la chose.
C'est très émouvant comme récit. C'est également une bonne entrée en matière pour comprendre justement ici la schizophrénie. On reste, je dirais pas qu'on reste en surface, mais on a une vue globale sur la schizophrénie, mais sur les maladies mentales en général également. Il y a un point de vue qui est amené à travers le comportement des gens. Donc on brasse vraiment pas mal de sujets autour de cette thématique-là. Et c'était vraiment, vraiment sympa. Le livre est assez court, il se lit très bien, il fait 120 pages. Mais franchement, en plus, c'est un actes sud du Nord et je trouve que c'est des livres qui sont essentiels, quoi. On ne l'a pas vu beaucoup passer et pourtant, je trouve que c'est très bien. Et je pense que même quelqu'un qui est atteint de cette maladie, il peut trouver un certain réconfort à travers cette lecture. Parce il aura l'impression il aura ce sentiment d'être compris. Donc moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce récit. J'ai également lu chez Livresque Édition Rattrape-moi de Marisa Jaillet, donc que j'avais vu sur la chaîne de Canal Franzo. Donc ici, dans cette histoire, on va suivre... alors oui, il faut remettre dans le contexte. On est en 2100 et des brouettes, je ne sais plus exactement. Ouais, je crois que c'est 2100, on est au 22e siècle là. Et il y a eu la montée des eaux, du coup, ce qui a provoqué que la France a été redessinée en fait, parce qu'il y a des parties de la France qui ont disparu sous les eaux. Il y a certaines régions qui ont demandé à être émancipées, entre guillemets, c'est pas émancipées, mais qui ont demandé à être indépendantes, pardon. Et du coup, dans ces endroits où l'indépendance a été demandée, c'est devenu une monarchie. Donc c'est ce qui va amener à notre récit. Donc dans cet endroit de la France, on va suivre une famille dont la mère est partie. Il reste que la grande sœur avec les enfants et le père. C'est la grande sœur qui a un peu pris le rôle de la mère, donc elle s'appelle Morgane. Et elle travaille dans une verrerie. Et sa petite sœur, donc qui est juste en dessous d'elle, qui s'appelle Juliette, je crois. Oh là là, Laurent, prépare mieux tes trucs. Ouais, elle s'appelle Juliette, va se marier avec quelqu'un d'assez aisé. Et donc ils se rendent tous ensemble au mariage de sa sœur. Et du coup, après la cérémonie, la soirée, tout ça, ils vont chacun se reposer dans leurs appartements. Et quand elle se réveille le lendemain, Morgane, elle est attachée à un lit à côté d'un homme qu'elle ne connaît pas. Et toute sa famille a disparu. Donc ça commence comme ça. Dans ce récit, on va parler donc monarchie. Pour moi, c'est une sorte de road trip en fait. La sœur va essayer de retrouver sa famille et d'éclaircir certains points, comme sa mère qui n'est plus là. Enfin, donc ce récit, il avait tout pour me plaire. Donc une intrigue avec un bon suspense. On parlait monarchie, moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est une sorte de road trip, donc il y a un certain rythme tout le long du récit. Il y a certains personnages qui sont vraiment sympas, comme la personne qui accompagne Juliette, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais j'aimais beaucoup la façon dont était construit le personnage. Et au final, ben, ça ne leur a pas fait du tout. Alors je suis le premier déçu parce que, ouais, je comprends pas. Il y avait tout pour me plaire, franchement, il y avait tout pour me plaire. Il y a un petit peu de romance sans que ça prenne le pli sur le reste. L'écriture, elle est fluide, c'est bien écrit. J'ai franchement pas vraiment grand chose à reprocher à ce livre, si que bah, je sais pas. Je suis passé à côté ou c'était pas fait pour moi, je sais pas, mais ça l'a pas fait quoi. Je me suis quand même ennuyé le long du récit, malgré qu'il y ait des rebondissements, malgré qu'il y a des choses qu'on voit pas venir. Il y a une petite aussi rivalité entre deux familles aisées, donc il faut partie de cette fameuse monarchie. Mais je sais pas. Moi, le personnage principal, donc Morgane, déjà, elle m'a agacé assez régulièrement. Alors, parce qu'elle avait des comportements. Moi, perso, j'ai pas du tout été en empathie avec elle. Par contre, le personnage qui l'accompagne, ça me fait chier de plus me souvenir de son prénom. Mathieu. Donc, autant le personnage de Morgane, pourtant, c'est une femme forte, hein, elle se laisse pas faire, elle a du caractère, elle sait ce qu'elle veut. Franchement, j'ai rien à reprocher au personnage, mais moi, je suis pas rentré en empathie du tout avec elle. Il y a par moments, enfin, elle m'agaçait, quoi. Enfin, c'est tout. Il y a pas à comprendre, j'ai pas à me justifier. J'y arrivais pas. Autant le personnage de Mathieu, j'aimais beaucoup, il était assez stoïque. Dans ses dialogues, dans les dialogues qu'il avait avec les différents personnages, il balançait des pics qui étaient bien sentis au bon moment. Franchement, ce personnage-là était vraiment, vraiment intéressant. Mais je sais pas. Après, allez-y, hein, c'est pas parce que moi j'ai pas aimé que vous n'aimerez pas, hein. Franchement, c'est Marisa Jaillet, elle arrive vraiment à gérer son récit du début à la fin. Elle sait où elle va, elle sait comment nous y amener. L'écriture, elle est très fluide, c'est très bien écrit. Je sais que malgré que j'ai pas aimé cette histoire, que j'ai pas accroché, pas aimé, j'ai pas non plus je l'ai fini, donc c'est que ça allait quand même, mais j'ai pas été enjaillé par cette histoire, mais malgré ça, je sais que je réessayerai l'autrice sur un autre récit, peut-être que ça passera mieux.
Parce que j'arrive pas vraiment à déterminer ce qui n'a pas été, puisque tout était là pour normalement à ce que ça aille. Mais bon. Bon, je suis désolé par avance, je vais présenter un livre encore une fois. J'ai l'impression qu'il est dans toutes mes vidéos, mais j'y peux rien, moi j'aime bien. Mais voilà, il va être encore là une fois. Jean-Marc Desnos. Il est là dans toutes les vidéos. Oui, mais je lis, j'aime bien en ce moment, je lis beaucoup lui. Enfin bref. Donc c'est Les Galeries Roland de Jean-Marc Desnos dans la collection L'Ombre des mots aux éditions Tornada. Donc c'est le 3e volet des aventures d'Alan Lambin qui en compte 4. Donc dans cette 3e aventure, Alan est appelé dans une maison où il y a un homme qui est au bout du rouleau, qui est tout maigre, il en peut plus. Sa maison, il se passe des trucs bizarres. Sa femme s'est suicidée. Sa fille parle avec un ami imaginaire. Et sa belle-mère est à la fenêtre toute la journée et elle répète inlassablement le même chiffre. Donc elle est à moitié folle, on va dire sénile. Et il cherche par tous les moyens à se débarrasser de ces phénomènes qui se passent chez lui, parce qu'à côté de ça, il y a quand même des phénomènes paranormaux qui se produisent. Donc il fait appel à Alan. Alan, il va avoir du mal à y aller, comme à chaque fois, parce que Alan, c'est Alan, quoi. Alan, voilà, il est à fond dans tout ce qui est paranormaux, il est enquêteur, mais il y a toujours une appréhension, il a toujours peur que les gens se foutent de lui. Donc il va se rendre. Ici, je ne vais pas rentrer plus dans l'histoire, hein, il n'y a aucun intérêt. Ici, on va rendre hommage aux mineurs, donc on est dans le nord. Et donc du coup, la thématique va être sur les mines. Une fois de plus, moi Jean-Marc il m'a embarqué, Jean-Marc comme si je le connaissais. T'sais. Jean-Marc Desnos, l'écrivain, l'auteur m'a embarqué, il n'y a pas de souci, j'aime toujours autant. Je pense que vous commencez à le savoir. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la façon qu'il a d'amener les fantômes aussi. Parce que Jean-Marc Desnos, il a une façon de parler des fantômes. Pour lui, c'est pas juste quelque chose qui fait peur. Un fantôme, c'est avant tout un souvenir. C'est une douleur. C'est des émotions. Et je trouve qu'il arrive vraiment donc à amener une petite touche de fantastique. Bon, touche une petite, oui, elle est là quand même, parce qu'on parle de fantômes. Mais il arrive malgré tout à amener une certaine douceur dans son récit, je trouve. Il rend également hommage, comme à chaque fois, donc ici aux mineurs, dans la période historique qu'il va traiter, parce qu'à chaque fois il y a un sujet historique qui est mis en place, il arrive à leur rendre hommage, c'est fait avec respect, c'est... Enfin, je sais plus quoi vous dire pour que vous lisiez Jean-Marc Desnos, quoi. C'est, ouais, même au niveau des fantômes, au niveau des personnages, on comprend leur douleur, on entre en empathie avec eux, on est sur le suspense jusqu'au bout. Et la particularité de ce 3e tome, c'est que il n'est pas vraiment fini. Parce que le 4e tome, Les couleurs démoniaques, se rattache directement à celui-ci. Donc encore une fois, il y a eu des moments où j'étais pas fier en lisant le livre, mais voilà, j'ai été encore une fois embarqué. Par contre, le seul truc qui me dérange, c'est que j'ai jamais des coups de cœur et je sais pas pourquoi. Pourtant, j'adore, hein, mais il me manque ce petit truc, je sais pas. Enfin, c'est pas grave après, hein, la lecture est absolument géniale. Et du coup, je ne saurais que vous conseiller encore une fois de vous diriger sur ces ouvrages. J'aurai pas grand chose de plus à en dire. Donc voilà, lisez Jean-Marc Desnos. Et pour ma dernière lecture à présenter dans cette vidéo, j'ai fait une découverte. Ça fait très longtemps que j'en entends parler via la chaîne, je sais que je vous en parle tout le temps aussi, des livres de la crypte. Jodie qui est très fan de Frédéric Livens, et j'ai décidé aussi de me lancer parce qu'elle en parlait tout le temps, ça a attisé ma curiosité. Donc j'ai commencé par un recueil de nouvelles entrées de Frédéric Livens aux éditions Elixiria. Donc, écoutez, ça l'a fait. Alors, je vais pas résumer, du coup, c'est un recueil de nouvelles. Donc, les nouvelles, c'est assez aléatoire, hein. Il y a des nouvelles qui vont faire 3 pages, il y a des nouvelles qui vont faire 10 pages, 15 pages. La thématique centrale, ça va être la maison, ça va être des hantises, des démons, tout ça, ça va se porter à chaque fois sur une maison, donc ça va être vraiment là-dessus. Mais voilà, Frédéric Livens, il a une plume très fluide, il va tout de suite à l'essentiel, il va pas être dans la description, parce que c'est mis en place quand même, mais ça se fait assez vite et assez naturellement en fait. Moi, les nouvelles qui étaient trop courtes, ça m'a un peu laissé sur ma faim, dans le sens où j'en aurais voulu plus. Parce que je trouve que Frédéric Livens, il arrive très vite à installer l'angoisse et le stress et la tension. Mais vraiment très vite. L'histoire paraît normale au début, et d'un seul coup, il va créer un petit truc, il y a un switch qui se fait, et paf, ça y est, on rentre tout de suite dans quelque chose d'assez angoissant. Et il a vraiment ce talent-là, et franchement, c'était vraiment bien. Il aborde vachement de thématiques. Bon, moi, j'ai découvert aussi grâce à ce livre, parce que moi, il faut savoir que je suis phobique des poupées en porcelaine.
moi je peux pas dormir dans une pièce ou être dans une maison où il y a des poupées en porcelaine, j'ai toujours l'impression qu'elles vont me tuer. Enfin, je supporte pas ça. Ben, j'ai découvert qu'en fait, Frédéric Clivin, il parle pas vraiment de poupées ici. Il y a un moment, il y a une nouvelle sur les marionnettes et une autre sur un mannequin. Et au final, je me rends compte que je serais pas beaucoup plus rassuré avec ce type d'objet-là, parce que c'est pareil, les histoires qu'il a racontées, elles m'ont vraiment fait des frissons. J'ai juste une hâte, c'est de lire un one-shot en fait de lui. Parce que il y en a peut-être quelques-unes que j'ai pas trop accroché, mais dans l'ensemble, c'était vraiment plutôt pas mal. Et j'ai trouvé qu'après, oui, il y avait certaines nouvelles qui se répétaient plus ou moins. Donc c'était la même façon d'amener les choses et tout. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment sympa. Et ouais, comme je vous disais, il a vraiment une plume très angoissante, mais très... Comment dire ça? Très brute. Il amène les choses très vite. Et il y arrive très bien. Parce que maintenant, on n'y croirait pas du tout. Lui, il arrive vraiment à amener son truc vite fait. En plus, on part sur quelque chose. On ne sait pas où on va, souvent régulièrement. On commence en pleine action dans un truc, et on se dit, mais on va où là? Et d'un seul coup, paf, il amène son truc. On y croit tout de suite. J'ai bien fait de commencer par ce recueil de nouvelles parce qu'on a vraiment un échantillon de ce que Frédéric Clivin est capable de faire. Enfin, je pense, je n'ai rien lu d'autre. J'en ai deux autres qui m'attendent, donc je pense qu'ils vont y passer assez vite. Mais ouais, je comprends la réputation qu'il précède et c'était franchement sympa. Donc voilà. Si vous avez lu certains de ces titres comme d'habitude ou que vous avez envie d'en découvrir certains, vous pouvez venir me voir en parler, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y aura une... Non, c'est même sûr, il y aura une dernière partie et après j'aurai terminé avec ce mois de juin qui fut très productif. Franchement, je suis très fier du résultat. Je pensais pas lire autant et au final, c'est plutôt pas mal. Donc je vous dis à bientôt. Salut.